Il y a parmi les cellules de notre corps une espèce étonnante, toujours en train d'échanger, de se causer, de transporter des informations, de pousser, de se ramifier. Ce sont les neurones. Leur anatomie révèle leur activité. Le neurone est reconnaissable à son axone, bras de cytoplasme qui explore l'environnement, et à ses dendrites, comme des rameaux foisonnants. Cette cellule peut atteindre des dimensions sans équivalent dans le monde cellulaire. Certains neurones mesurent parfois plus d'1 mètre de long. Le problème est de savoir comment d'une cellule précurseur, ronde et simple comme un neuroblaste, on arrive à faire pousser une cellule aussi complexe et ramifiée qu'un neurone. On va avoir un neurone en train de se développer. Ce qu'on a montré dans mon équipe, c'est qu'il y a un trafic de vésicules qui permet d'apporter de la membrane pour faire pousser ce cône de croissance et le faire avancer. Et en fait, on a ici un système assez complexe avec des petites expansions membranaires comme ça, et c'est vraiment comme une main qui avance, qui tâte le terrain. Et dans la construction du système nerveux, chaque neurone cherche sa cible comme ça et progresse. Et donc nous nous intéressons à ces vésicules qu'on a mis en évidence, qui participent à la construction de ce neurone. Ça serait joli. Une protéine a été repérée comme pouvant participer à l'apport de membrane. Pour l'étudier, on observe des neurones en train de se développer. La protéine est marquée en vert. Les filaments d'actine qui sous-tendent la membrane sont visualisés en rouge. Au bout de 3 jours, on mesure au microscope s'il y a concordance entre la protéine verte et l'actine rouge. Il faudra également étudier l'activité de cette protéine dans d'autres types cellulaires. Moi, je regarde la protéine dans les cellules qui sont en train de pousser. D'autres, comme Véronique, elle a regardé cette protéine dans les cellules qui sont en train de migrer. Et on essaye de trouver s'il y a peut-être des analogies entre la croissance et le mouvement des cellules. C'est un peu ça l'idée de travailler sur plusieurs modèles en même temps. Beaucoup de cellules se déplacent. Cette motilité est absolument nécessaire à notre survie. Les globules blancs pour absorber les bactéries, les cellules de la peau pour faire une cicatrisation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cellules épithéliales et j'ai fait une blessure sur ce tapis. On va regarder en fait la migration des deux bords. Donc là, en gros, pour fermer ce type de blessure, on met dans les 6 heures. Et dans 8 heures, en gros, je pourrais travailler dessus pour calculer les vitesses de migration. Si on a une blessure d'un épithélium, imaginons une blessure physique. C'est-à-dire que, pour une raison ou une autre, une coupure a lieu dans cet épithélium et voilà, les 2 cellules du milieu disparaissent. Ça, c'est catastrophique pour l'organisme. Parce que maintenant, ici, il faut imaginer que pas très loin, on va avoir des vaisseaux sanguins. Donc on a d'autres cellules qui sont ici, mais en fait, il n'y a plus de barrière. Ces cellules, en fait, ont une capacité très forte pour réparer cette blessure. Et elles vont, en fait, s'aplatir en formant une espèce de pied qui progresse et qui va permettre ici de refermer cette blessure de manière à réparer et à revenir à la situation antérieure, qui est une situation où on avait donc un épithélium fermé. Et de la même manière que dans les neurones, on s'intéressait à cette étape intermédiaire, ici on s'intéresse à comment des vésicules vont apporter de la membrane pour faire progresser ces 2 fronts cellulaires de manière à refermer la blessure. Quand il y a une blessure,
De part et d'autre, il y a des signaux qui vont être lancés par les cellules pour en fait s'attirer les unes les autres. Si on regarde vraiment une cellule en train de migrer, on voit des petites extensions qui se font d'un côté de l'autre. Elle cherche en fait des espèces de supports et elle choisit sa direction comme ça. Et nous, on essaie de montrer qu'il y aurait une nécessité d'un apport de membrane pour faire la migration en elle-même. Donc il faut voir la cellule un peu comme un escargot qui se déplace. Il commence par envoyer le corps, un petit morceau du corps très très fin, et ensuite il ramène tout l'ensemble de sa coquille qui est la cellule en elle-même. Le cytoplasme d'une cellule est composé d'un ensemble de membranes internes qui communiquent entre elles et communiquent avec l'extérieur. Ce trafic se fait principalement par le biais de vésicules, ici colorées en rouge. Ce sont des petites poches de membranes. Elles transportent les protéines à échanger depuis le réticulum endoplasmique jusqu'à la membrane plasmique. Ce mouvement se fait également de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur pour intégrer des protéines. Pour cela, il y a constamment des fusions et des fissions de membranes. La membrane de la vésicule va se rapprocher de sa cible et fusionner pour ne faire plus qu'une membrane. Ce faisant, son contenu va passer de l'autre côté. La fission, c'est la réaction inverse. On prend une membrane, on la déforme, on ferme et on génère une vésicule. Donc fusion, fission. Eh bien, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des protéines de la vésicule qui interagissaient avec des protéines de la membrane cible. Donc, par exemple ici, le cas d'une vésicule de sécrétion, sa membrane cible va être la membrane plasmique, donc la membrane externe de la cellule. Si on prenait des cordes et qu'on les enroule et qu'on les serre, plus on va faire ce serrage et plus on va rapprocher la vésicule de la membrane. Et on va tellement les rapprocher qu'on va avoir une jonction qui va se faire des lipides des deux membranes et de ce fait une fusion qui va permettre ici à ce qui était à l'intérieur de sortir à l'extérieur de la cellule. Donc vraiment ce tressage ici, on peut le voir comme si chacune de mes mains et de mes bras représente une de ces protéines, elles interagissent, elles s'enroulent l'une autour de l'autre et cet enroulement provoque comme ça le rapprochement des deux membranes, on rapproche et ça finit par fusionner. Donc ce qu'on peut voir là, c'est le déplacement des vésicules qui contiennent une protéine impliquée dans le trafic, qui vont vers l'extrémité et qui vont s'ancrer à la membrane et ensuite fusionner. Donc là, hop, la vésicule a disparu. Donc elle a très vraisemblablement fusionné. Et on voit que c'est très dynamique. Ce processus de fusion de membranes sert à la libération de molécules comme les neurotransmetteurs des neurones. Son blocage est souvent cause de maladies, mais peut aussi être utilisé pour soigner. Il existe des toxines bactériennes issues de bactéries qui sont en fait des clostridium, bien connues, la toxine tétanique, les toxines botuliques, responsables du botulisme. Et en fait, ces toxines ont pour cible ces protéines-là. Et elles les attaquent et les protéolysent, c'est-à-dire en fait les engendrent une coupure qui leur fait perdre leur fonction. L'effet de ces toxines, c'est donc d'abolir la sécrétion. Alors, il y a une application qui est en fait maintenant connue, c'est le Botox. C'est une toxine botulique, sous la forme d'injection locale, va abolir la libération, la sécrétion de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs n'étant plus libérés localement, on va avoir une perte de la stimulation des fibres musculaires et donc un relâchement. Et c'est ce qui permet en fait d'abolir
ces problèmes donc de dystonie, de torticolis, de phénomènes où en fait on a une rigidité musculaire. Là, on les abolit en bloquant la libération de neurotransmetteurs. Il y a une application plus connue de cette molécule. Elle sert d'antiride en provoquant le relâchement des muscles du visage.